Lorsqu'une personne passe plus de temps dans la solitude que ce qui est considéré comme normal, les gens commencent à s'inquiéter. Que se passe-t-il avec cette personne? Va-t-elle bien? Est-elle déprimée? Lui disons alors de sortir, de rencontrer des gens et de nouer des liens. Social, dit-on. Quoi que vous fassiez, ne vous isolez pas. L'isolement est mauvais pour la santé. Mais souvent, la personne en question ne veut pas socialiser et n'est pas intéressée par une relation ou des amis. Cette personne veut simplement être laissée tranquille. L'isolement social auto-imposé est une question complexe. Je sais qu'elle est complexe parce que j'en ai fait moi-même l'expérience. Pour être honnête, j'en fais encore l'expérience dans une certaine mesure. Selon moi, l'isolement social n'est pas toujours imposé. Dans de nombreux cas, c'est aussi un choix délibéré. C'est une façon d'échapper aux inconvénients de l'engagement avec les autres. C'est l'état d'être à l'écart, d'avoir jeté l'éponge dans l'arène, d'avoir décidé de ne pas jouer, au moins pendant un certain temps. J'admets sans hésiter qu'une telle attitude n'est pas toujours saine. Si l'isolement social que l'on s'exige est une retraite dans les limites sûres de son espace privé, il n'en demeure pas moins qu'il empêche les interactions sociales avec d'autres personnes. C'est un éloignement de la vie publique, un refuge dans son esprit et son microcosme individuel. Cela peut entraîner des problèmes psychologiques, du ressentiment, une vision déformée de ce qui existe et des chambres d'écho haineuses sur l'Internet. Néanmoins, je pense que l'isolement social est compréhensible. Il ne s'agit pas seulement d'un sous-produit de l'ère du temps, mais aussi d'un symptôme de ce que signifie être humain. Alors, pourquoi de nombreuses personnes choisissent-elles d'être seules et isolées? Quelles sont leurs motivations? Existe-t-il une solution à ce phénomène? Cette vidéo explore l'isolement social et explique pourquoi le fait d'être seul n'est pas toujours le fruit du hasard. C'est souvent un choix. L'isolement social et la solitude ne sont pas synonymes. On peut être isolé socialement, mais pas seul, vivre heureux en sa propre compagnie. Mais on peut aussi être dans la foule, avoir beaucoup d'amis et d'autres relations sociales et se sentir seul. Cela dit, il est fréquent qu'une personne socialement isolée se sente seule, en raison du manque d'interaction sociale. Nous pourrions également affirmer que l'isolement social est une situation objective, bien qu'elle se présente sous différentes formes et à différents degrés, tandis que la solitude est une expérience subjective. Par conséquent, certaines personnes socialement isolées ressentent rarement la solitude, alors que d'autres la ressentent. Mais cela ne signifie pas que les personnes socialement isolées qui ne ressentent pas la solitude sont sans problème. Elles peuvent avoir des problèmes sous-jacents qui facilitent leur tendance à se tenir à l'écart des autres. Par exemple, il existe une maladie mentale appelée trouble de la personnalité schizoïde, qui se caractérise par l'absence de besoin d'interaction sociale et une préférence pour la solitude. Mais les personnes souffrant de ce trouble manquent pareillement de joie et de plaisir. J'ai connu plusieurs périodes plus longues de ce que j'appellerais un semi-isolement social. Je dis semi-isolement, car je n'ai jamais été totalement exclu des interactions sociales. L'isolement social complet est rare à l'ère numérique, parce que nous pouvons facilement interagir avec les gens sur l'Internet, même si ces interactions sont superficielles et qu'elles se produisent numériquement et non dans la vie réelle. Par conséquent, lorsque je parlerai d'isolement social dans cette vidéo, je ferai principalement référence à l'isolement semi-social. Par ailleurs, j'ai toujours eu quelques amis en arrière-plan, ainsi que mes 4 frères et sœurs, ma mère, mon beau-père et d'autres membres de ma famille. Cependant, il y a eu des moments où mes interactions avec ces personnes étaient très minimes, alors que je vivais seul dans mon appartement. Je n'étais pas particulièrement intéressé par le fait d'entrer en contact avec des étrangers en ligne. Les périodes sans voir les gens se sont allongées lorsque j'ai cessé d'avoir un emploi régulier et que j'ai commencé à créer du contenu à temps plein, quelque part dans l'année. Et lorsque la peste a frappé au cours de l'année, j'ai passé des semaines sans voir une seule âme. Quand je repense à ces périodes, j'admets que j'ai fini par me sentir seul et coupé des autres. Mais cela ne m'a pas toujours dérangé. Depuis que tout est rentré dans l'ordre, ces moments d'isolement imposés par le gouvernement me manquent, même. Malgré les moments de solitude, cela m'a aussi apporté un réconfort sans précédent, une libération temporaire du monde. J'avais déjà ressenti un certain soulagement après avoir échappé, entre guillemets, à la vie de bureau. Mais l'isolement forcé a porté ce soulagement à un autre niveau, car il m'a libéré des obligations sociales, telles que la participation à des fêtes auxquelles je ne voulais pas assister. Le virus était une excuse parfaite pour éviter les gens. Les mariages et les fêtes d'anniversaire annulées, bien que très tristes pour les personnes concernées, étaient honnêtement comme de la musique à mes oreilles.
Cependant, certains jours, j'ai eu envie d'interaction sociale, car le sentiment de solitude me gagnait. Désir et aversion, je sais. Je ne peux qu'imaginer ce qu'aurait dit Épictète si j'avais assisté à ses cours. Mais je suppose que je suis humain. Je ne sais toujours pas si cette époque m'a été bénéfique ou néfaste. Cependant, elles m'ont appris que l'isolement social est une réponse à une double contrainte. D'une part, il affecte la tendance inhérente des gens à l'interaction sociale. D'autre part, il soulage les gens de la même chose que celle à laquelle ils sont enclins. J'avais envie de ce que j'aimais ne pas faire simultanément, c'est-à-dire me connecter avec les gens. En outre, j'ai ressenti une étrange solidarité silencieuse avec le reste du monde. Soudain, je n'étais plus le seul à passer la majeure partie de mon temps dans la solitude. Grâce aux mesures imposées par le gouvernement, j'avais désormais de nombreux compagnons. Je me suis rendu compte qu'il est plus agréable d'être seul lorsque beaucoup d'autres ont le même sort. Néanmoins, j'ai fait l'expérience de l'interaction minimale avec les gens et de ses effets sur mes pensées et mes perceptions du monde, ainsi que sur mon état émotionnel qui n'était pas toujours positif. Imaginez un groupe de hérissons dans la neige de l'hiver, avec deux options pour faire face au froid. La première option consiste à se rapprocher, à rechercher la chaleur mutuelle dans l'étreinte de l'autre. Cependant, lorsqu'ils le font, ils se blessent les uns les autres avec leurs pointes acérées. C'est pourquoi de nombreux hérissons choisissent la deuxième option qui consiste à endurer le froid seul. Le dilemme du hérisson de Schopenhauer illustre bien la situation difficile des relations humaines, la double contrainte que j'ai mentionnée plus haut. D'une part, nous avons soif d'interaction sociale. D'autre part, l'interaction sociale est une source de souffrance. C'est probablement la principale source de traumatisme. Pour certaines personnes, ce côté sombre de l'interaction sociale l'emporte sur ses avantages. Ces personnes ont tendance à se retirer de la vie sociale. Elles préfèrent la froideur de la solitude à la douleur que provoque la fréquentation des gens. En quoi ce dilemme me concerne-t-il? Et en quoi apporte-t-il une réponse à ma question? Je me suis rendu compte que la comparaison de Schopenhauer expliquait ce avec quoi j'ai été aux prises pendant toute ma vie d'adulte. Si je suis honnête avec moi-même, ma tendance à rechercher la solitude n'est pas seulement due au fait que je préfère être seul. C'est aussi parce que les pointes, pour ainsi dire, ont été blessantes trop souvent dans le passé, ce qui a influencé mes décisions tout au long de ma vie d'adulte. Bien que je sois de nature introvertie et que je me sois toujours assez bien débrouillé dans la solitude, j'ai également été un homme sociable et extraverti dans le passé, même si l'alcool était habituellement en cause. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle ne fait aucun doute que l'âge et les nouvelles étapes de la vie y sont pour quelque chose. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seules raisons. Et je suis loin d'être le seul à avoir une forte tendance à rechercher la solitude en raison d'expériences passées blessantes avec les gens. Récemment, lors d'un séjour de quelques mois en Asie, j'ai lu les livres de Bukowski Post Office et Am on Rye, des romans semi-autobiographiques qui tournent autour du personnage principal, Henry Chinaski. Chinaski se sent généralement en désaccord avec le monde qui l'entoure. Il éprouve un profond sentiment d'aliénation, en partie à cause de la nature banale de son travail et de son anticonformisme, mais aussi parce qu'il n'est pas accepté et ostracisé par son environnement. C'est un loup solitaire stéréotypé. Il cherche également le réconfort dans l'alcool, pour soulager ses traumatismes passés, mais aussi comme lubrifiant social, ce à quoi je m'identifie fortement. Bukowski est connu pour être un personnage solitaire qui préférait la compagnie de quelques amis proches ou passer du temps seul à lire et à écrire. Lorsqu'on lui demandait s'il détestait les gens, il répondait « Je ne les déteste pas, je me sens juste mieux quand ils ne sont pas là ». Outre les traumatismes et l'exclusion sociale, il existe d'autres facteurs qui poussent les gens à préférer la solitude. Le Japon en est un curieux exemple, un pays confronté à une population croissante, essentiellement masculine, qui tourne le dos à la société et passe sa vie dans l'isolement. Ces personnes sont appelées hikikomori, ce qui signifie retrait social. Ayant séjourné au Japon pendant près de 2 mois, il n'y a pas si longtemps, je peux imaginer pourquoi les Japonais sont enclins à l'isolement social. D'après mon expérience, le Japon est un endroit utopique. Il est incroyablement sûr, très structuré, beau et bien organisé, et tout semble s'y dérouler dans une harmonie presque parfaite, des gens dans la rue, au transport public. Mais en même temps, j'ai eu l'impression que les Japonais étaient très hiérarchiques et qu'il était difficile d'entrer en contact avec eux, ce qui pourrait être dû en partie à la barrière de la langue. De plus, ces personnes paraissent soumises à une forte pression sociale.
La société attend d'eux qu'ils participent pleinement à la vie sociale en gravissant les échelons de la carrière et en fondant une famille, et les possibilités de réussir au Japon sont rigides. En général, les Japonais doivent s'assurer d'avoir un emploi dès la fin de leurs études supérieures et travaillent souvent pour le même employeur jusqu'à la fin de leur vie. La vie professionnelle est dure et intense au Japon. Les gens travaillent de longues heures et les entreprises attendent d'eux une loyauté et des sacrifices immenses. Quel est donc le rapport avec l'isolement social? On peut grosso modo diviser les hikikomori en deux groupes. Le premier groupe a raté sa chance pendant la décennie perdue du Japon, une période d'effondrement économique. Ces membres de la génération perdue n'ont pas répondu aux attentes de la société et se sont donc retirés dans l'isolement social, en partie par honte. Le deuxième groupe émergent est celui des jeunes générations. Bien qu'ils aient la possibilité de se conformer aux normes sociales, ils choisissent de s'éloigner de la société car ils ne veulent pas avoir à faire face à ces nombreuses exigences et veulent simplement rester à l'écart de toutes ces conneries. Bien que leur motivation soit probablement complexe et différent d'un individu à l'autre, la plupart des hikikomori vivent avec leurs parents, tandis que d'autres travaillent à leur compte et peuvent se permettre de vivre de façon indépendante. Ils ne quittent jamais ou presque leur maison et leur vie sociale est inexistante. En tant qu'ermites humains, ils se cachent non pas tant du monde lui-même que des personnes qui le composent. Si l'on considère la longue tradition d'ermites de l'humanité, comme les anciens pères du désert et les sages taoïstes, il semble que la solitude en tant que mode de vie ne soit pas si étrangère à l'être humain. Certains d'entre nous, malgré leurs besoins supposés de compagnie, paraissent se sentir bien, et même mieux dans la solitude. Même les anciens stoïciens, qui étaient cosmopolites et appréciaient la participation à la vie publique, reconnaissaient l'expérience de la solitude comme un élément naturel de l'être humain. Épictète a déclaré « Il faut néanmoins s'y préparer, c'est-à-dire être capable de se suffire à soi-même, de communier avec soi-même, comme Zeus communie avec lui-même, et est en paix avec lui-même, et contemple le caractère de sa gouvernance, et s'occupe d'idées qui lui sont propres. Ne devrions-nous donc pas être capables de converser avec nous-mêmes, de ne pas avoir besoin des autres, de ne pas être à la recherche d'une façon d'occuper notre temps ? Mes moments de solitude n'ont pas toujours été agréables. J'ai connu la solitude et certains symptômes de dépression dans le passé. Et au milieu de la pestilence, l'absence de personnes autour de moi, ne pas voir une seule âme pendant des semaines, a vraiment commencé à me déranger. Non, je ne suis pas un sage après tout. Moi aussi, j'ai besoin d'interactions sociales, même si elles sont moins nombreuses que d'habitude. Dans cet océan de solitude, je me suis retrouvé seul avec moi-même comme jamais auparavant. Et même si j'y suis parvenu, il s'est avéré que je n'étais pas toujours de bonne compagnie. Dans la solitude, on devient enclin à des pensées nuisibles et excessives. Souvent, les conversations avec soi-même deviennent plus fréquentes, et l'absence de personnes avec qui partager ses pensées conduit à les embouteiller. Dans le pire des cas, elles se transforment en une tumeur analytique qui tourmente l'esprit. Nous sous-estimons généralement la présence d'une autre personne, quelqu'un qui écoute et qui peut transformer et démystifier nos distorsions cognitives et nos réflexions destructrices. Quelqu'un qui nous dit que le monde n'est pas aussi terrible que nous le croyons, ou que nos pensées découlent de préjugés personnels plutôt que d'informations factuelles. D'autres personnes nous allègent et rafraîchissent les pages de notre esprit. Pendant les longues périodes de solitude, j'ai même commencé à regretter mon ancien travail et mes anciens collègues, et je n'aurais pas hésité à assister à une réunion ennuyeuse si cela m'avait permis d'avoir une interaction sociale. Parfois, je me remémorais avec nostalgie les conversations sur le lieu de travail, les plaisanteries, les sourires, oubliant presque les aspects moins agréables. De manière inattendue, du moins pour moi, j'ai ressenti de la nostalgie pour ce à quoi j'avais échappé. Je me suis donc rendu compte que, même si je ne regrette pas d'avoir choisi de travailler seul plutôt qu'avec des gens, le fait d'être trop isolé n'était pas génial non plus. Du moins, pas pour moi. Les risques de l'isolement social sont bien documentés. Des recherches approfondies établissent un lien entre l'isolement social et la dépression et l'anxiété, l'augmentation du stress et la baisse de l'estime de soi. Il existe également des risques pour la santé physique, tels que l'affaiblissement du système immunitaire, l'augmentation des inflammations et les troubles du sommeil, l'augmentation du stress et la baisse de l'estime de soi. Il existe également des risques pour la santé physique, tels que l'affaiblissement du système immunitaire, l'augmentation des inflammations et les troubles du sommeil. Mais l'ampleur de ces problèmes dépend de la personnalité de chacun. Certains s'accommodent bien de la solitude,
d'autres ne la supportent pas. À l'extrême, d'un point de vue sociétal, nous avons les ermites qui choisissent l'isolement, sont autosuffisants et trouvent une grande paix et un grand contentement dans la solitude. Dans de nombreux cas, ces personnes ont adopté un système de croyances spirituelles ou philosophiques qui donnent un sens à leur mode de vie. Par exemple, un ermite chrétien qui passe le plus clair de son temps à prier éprouve un profond sentiment de connexion avec Dieu, qui est si satisfaisant et significatif qu'il rend obsolète le besoin d'interaction sociale banale. Mais pour la plupart des gens, un tel mode de vie n'est probablement ni idéal ni souhaité. Pourtant, nombre de ces personnes recherchent encore la solitude pour diverses raisons et ont besoin d'interaction sociale. Existe-t-il une solution pour ces personnes? D'après mon expérience, il m'a été utile d'explorer les raisons pour lesquelles je recherche tant la solitude. Pour moi, ces motivations sont multiples. La solitude me permet de faire du travail créatif et de l'introspection par exemple, ce que je considère comme positif. Mais pourrait-il y avoir des raisons négatives, basées sur la peur, comme le fait de se cacher des gens, l'anxiété sociale, la honte, la culpabilité et des expériences passées douloureuses? Je mentirais si je disais que je n'ai que des motivations positives. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Schopenhauer a eu l'idée de s'attaquer à ce dilemme du hérisson, en cherchant à socialiser d'une manière qui minimise à la fois le froid et les pics douloureux. Ce qu'il a proposé est intéressant. Il a proposé que, pour éviter la douleur de l'interaction humaine et la solitude de l'isolement social, nous devrions nous engager dans la politesse et les bonnes manières, ce qui nous permet d'interagir avec les gens tout en les gardant à distance. Bien sûr, comme Schopenhauer l'a admis, cette approche présente un gros problème. Le besoin de chaleur mutuelle ne sera pas satisfait de manière adéquate. Que reste-t-il alors? Faut-il prendre le risque d'être blessé? Ou d'être coincé avec des gens qui nous pompent la vie? D'être submergé par trop de bavardages qui ne servent à rien? Ou pire encore, d'être victime d'intimidation et d'abus? Ce qui m'a aidé, c'est d'être sélectif et créatif. Dans la mesure du possible, je suis devenu plus sélectif dans mes interactions et dans les personnes avec lesquelles je passais du temps, et j'ai essayé de passer plus de temps en bonne compagnie. J'ai également examiné les possibilités d'interaction sociale, comme les voyages. En fait, après l'été 22, lorsque la peste a pratiquement disparu et que les voyages internationaux sont redevenus possibles sans trop de problèmes, j'ai sauté dans un train à grande vitesse. Une semaine plus tard, j'étais dans un avion. Après presque 3 ans de solitude, je suis retourné dans le monde, un voyage rafraîchissant d'exploration, de travail dans les cafés et de contact avec les gens du pays. Passer du temps dehors et rencontrer des gens, c'était bien. J'avais oublié le plaisir de la rencontre, semblait-il. Même si les interactions sociales m'épuisent généralement, elles me rajeunissent aussi. Souvent, mais pas toujours, les choses recommencent à couler, mentalement et physiquement, après une période de constipation émotionnelle et cognitive. L'un des avantages de mon travail de créateur de contenu est qu'aucun lieu ne m'enchaîne. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette fonction pour obtenir des contacts sociaux? Pourquoi ne pas utiliser cette caractéristique pour interagir socialement comme je l'entends? Mais tout le monde n'a pas la possibilité de voyager. Ce qui m'aide à la maison, c'est de travailler dans des endroits comme les bibliothèques et les cafés, et d'utiliser l'Internet pour interagir avec mes amis en jouant occasionnellement en ligne. Ces derniers ne remplacent pas totalement les interactions dans la vie réelle, mais ils impliquent une interaction sociale. Existe-t-il donc une solution à l'isolement social? Il y en a beaucoup. L'approche la plus simple consiste à sortir de chez soi et à rencontrer des gens. Mais l'isolement social est un problème complexe. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens évitent les interactions sociales et passent la majeure partie de leur vie dans la solitude. Il n'existe probablement pas de solution unique, car chaque cas de solitude chronique est unique. Chaque solitaire a une histoire différente. Certains aspirent à une interaction sociale, mais leur traumatisme et leur anxiété les en empêchent. Pour d'autres, une interaction sociale minimale suffit, et le conseil de Schopenhauer n'est pas une si mauvaise idée pour eux. Sans aucun doute, il existe de nombreuses nuances de gris entre les deux. Comme pour toute chose, le besoin de solitude et d'interaction sociale évolue avec le temps. Je ne sais pas exactement où je me situe sur l'échelle des solitaires en ce moment. Je pourrais avoir besoin de plus d'interaction que je ne le crois, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous touchera. Alors, quelle est votre histoire? Passez-vous beaucoup de temps seul? Et pourquoi? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.